Le débat du samedi dont vous connaissez parfaitement les protagonistes maintenant, Raquel Garrido du Parti de gauche. Bonsoir. Et Marie-Laure Harel de l'UMP. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par le succès de librairie de cette semaine, le livre dont les ventes ont dépassé, tenez-vous bien, celle du livre de Valérie Trierweiler, ce qui n'est pas rien. Il s'agit du livre d'Éric Zemmour, le suicide français. Je voudrais que vous regardiez la une du journal Libération de ce matin qui rend compte de cet événement, la France de Zemmour, avec en dessous cette question, et en tout cas cette affirmation de Libération qui va me servir moi de question. Libé dit que le succès du livre de Zemmour est inquiétant. Est-ce que c'est aussi votre avis, Raquel Garrido? Bon, un succès de librairie en soi, je vois mal comment ça peut être inquiétant en soi. Mais effectivement, il y a dans ce livre un certain nombre d'idées qui sont contestables et c'est important qu'un débat intellectuel de haut niveau réponde aux affirmations d'Éric Zemmour. Parce qu'on a beaucoup parlé de ces affirmations sur Pétain, de la question des femmes, les 8 millions de bébés qui ne sont pas nés depuis 40 ans parce que, à cause de l'IVG, des choses aussi stupides, on va dire, que ça. On a beaucoup parlé aussi de ce qu'il a dit sur les homosexuels. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de réponse à sa thèse centrale qui est que la France serait dans une forme de dégénérescence parce que des élites ont capté le pouvoir depuis 40 ans au détriment et là on reste sur sa fin. Parce que le problème d'Éric Zemmour, c'est que c'est un bonapartiste, c'est un De Gaulle. Voilà, il veut le retour de Gaulle. Sauf qu'il oublie juste de dire que s'il y a une oligarchie qui s'est formée en France, il y a une concentration oligarchique du pouvoir, c'est parce que De Gaulle a fait les institutions de la Ve République. Et par conséquent, une fois qu'on a critiqué la Sixième République, on y arrive. C'est la seule solution. Je crois qu'elle arrive à nous la fourguer à chaque fois. C'est à chaque fois. Mais d'ailleurs, j'invite les personnes qui vont lire ce livre d'Éric Zemmour à lire aussi l'antidote, qui est L'ère du peuple de Jean-Luc Mélenchon, qui parle justement de la sortie par le haut. Parce que soit on se coupe les veines et on dit « Ouh, mais les élites ont pris le pouvoir ». Et dans le fond, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a plus qu'à attendre que le Messie revienne. Charles, reviens. Éric Zemmour te rappelle. Bon, nous, le peuple français, peut-être qu'on a le droit de ne pas espérer le retour de Charles de Gaulle et au contraire vouloir participer nous-mêmes à l'édification de quelque chose de plus beau, de plus noble. Question, Marie-Laure Harel. Répondez au suicide français. La France ressuscite à travers la Sixième République. On attend de savoir comment. Zemmour. C'est pas inquiétant, effectivement, un succès en librairie, d'autant que chacun sait quand on achète un livre ou un journal, c'est pas forcément parce qu'on adhère a priori, c'est aussi par curiosité. Quand on met des personnalités politiques à la tête de magazines et qui font exploser les ventes, une bonne part des gens qui vont acheter ces magazines sont des gens qui n'aiment précisément pas la personne qui est à la une. Donc, je ne vois pas ça inquiétant du tout. En revanche, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que bien sûr qu'il y a un décrochage de la France, un décrochage économique avec 3,5 millions de chômeurs, 2 000 milliards de dettes, des déficits qui dérapent, un décrochage moral avec des représentants politiques qui ne savent plus donner l'exemple, qui sont même souvent honteux dans leur comportement, avec une explosion de la délinquance. Je crois, contrairement à vous, il y a un décrochage de la France et beaucoup de Français sont un peu désespérés et c'est ce qui fait tout le succès de Marine Le Pen. Alors, il y a des propos affreux dans son livre. De toute façon, personne ne découvre Éric Zemmour. Chacun sait que c'est un homophobe notoire, un sexiste, un xénophobe. Il s'est d'ailleurs fait condamner à plusieurs reprises, je crois, pour incitation à la haine raciale. Donc, on découvre pas le bonhomme. On sait aussi qu'il est dans la provoque. C'est ce qui fait qu'on parle de lui. C'est ce qui fait justement qu'il vend tellement de livres. Et je n'adhère pas du tout à sa vision du monde et surtout pas à l'indulgence qu'il manifeste au maréchal Pétain et au régime de Vichy. Mais je crois qu'il a aussi le mérite d'ouvrir un débat et effectivement il faut lui répondre. Il touche à des thématiques assez explosives mais des débats qui ne sont pas interdits. La question des Roms, la question de l'immigration, la question de la peur de l'islam. Alors lui, il donne sa thèse. Il faut évidemment lui répondre. Et dans les propos qui sont les siens, moi il y en a certains qui m'interpellent et qui me font réfléchir quand il parle de la jeunesse désespérée qui a perdu son identité, ses repères, qui se cherche. Il y a des constats qu'il fait et auxquels pour le coup j'adhère quand il parle de politique spectacle, des postures. Donc il est quand même un des archétypes. Peu importe. La politique spectacle. Aujourd'hui, c'est ça. Le constat qu'il fait de cette politique spectacle qui est souvent basée sur le mensonge, sur des postures, je suis assez d'accord avec lui. Tout n'est pas à jeter dans son livre. Il y a des choses abjectes, mais tout n'est pas à jeter et il a le mérite d'ouvrir un débat. Partie de pourquoi je vous ai montré la une de Libé, c'est parce qu'elle rejoint d'autres propos de médias, plutôt de médias de gauche, qui disent en gros,
on est en train, alors Tadei a reçu Zemmour, et au passage, sur France 3, France 2, a fait un carton d'audience. Oui, ça 1 fait million de 2 week-ends téléspectateurs. de suite qu'au service public, on a vu Zemmour, ça fait beaucoup. On a du mal à allumer sa télévision et pas tomber sur Zemmour ou sur des débats qui parlent de Zemmour. Si c'est lui qui fait l'événement. Bon, donc je veux dire, il faut pas le recevoir aussi. Non, mais il n'y a pas de risque qu'il soit bâillonné. Donc en fait, c'est un non-sujet. Il est beaucoup à la télévision et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va vendre beaucoup de livres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tous la responsabilité aussi de répondre à des choses. Regardez, prenez le débat qu'il a ouvert, que je trouve pour le coup inintéressant et assez néfaste, sur le côté Pétain a sauvé les juifs français et pas les juifs étrangers. Bon, regardez mon cas particulier. Moi, j'étais étrangère en 99 et puis en 2000, je suis française. Vous voyez la limite ténue entre ce qui est être français et ce qui est être étranger. Et finalement, quand on a pris les juifs pour les mettre dans les wagons, la question de savoir, c'est au moment là où on les a pris, s'ils étaient étrangers ou s'ils étaient français. Quoi est-ce légitime de faire de cette naturalité des juifs déportés la summa divisio entre le mal et le quoi? Le moins mal? Le mal et le bien, tout ça est abject et finalement concourt à sa thèse à lui qui est de dire l'important, ce qui est progressif, ce qui est émancipateur, c'est nous les Français en tant que Français de souche, ou je ne sais pas comment il le catalogue lui-même, puisque lui-même a perdu sa famille aurait perdu la nationalité française. Là vous rentrez sans rentrer dans les détails. De toute façon, il y a plus d'une chose curieuse qui est dit dans sur cette question de faut-il le recevoir ou pas le recevoir. Évidemment qu'il faut le recevoir. Enfin, je veux dire, dans ce cas, il ne faut pas recevoir non plus Marine Le Pen, il ne faut pas recevoir Robert Ménard, il ne faut plus recevoir personne. Ça voudrait dire qu'il y aurait une pensée unique qui serait dictée par qui il développe des thèses auxquelles on peut adhérer ou non, mais il développe des thèses, il les explique, on peut être d'accord ou pas, mais ce serait précisément très grave de ne plus inviter des gens parce qu'ils ne pensent pas comme ils ne sont pas conformes à la bien-pensance. Non, mais encore faut-il répondre. Le problème, c'est quand on laisse dire à des horaires de grande écoute, il est de votre devoir et du mien de lui répondre. Et que personne ne répond. Voilà. Il faut répondre que ce n'est pas vrai. Votre 6e République. La France n'est pas en état de suicide pour la raison qu'un pays ne peut pas se suicider. C'est comme les gens qui parlent de la faillite économique d'un pays. Un pays ne peut pas être en faillite parce que tant qu'il y a des bébés qui naissent, tant qu'il y a des gens qui vivent, voilà, qui s'aiment, qui produisent, et ben il y a un peuple. Donc c'est la vie. Et le suicide, c'est la mort. C'est ce que prétend inventer et mettre en avant Éric Zemmour. Et à côté de ça, nous, on doit valoriser le peuple en tant que multitude qui s'empare de la souveraineté politique par, je le répète, une constituante et une 6e République. C'est ça la sortie par le haut face à la noirceur de ce que représentent Éric Zemmour et Marine Le Pen. Alors, je me doutais qu'Éric Zemmour allait manger un peu de notre temps de débat. J'ai tout de même un deuxième petit sujet, plus petit à vous soumettre. C'est un sujet écologiste. Donc la nuit dernière, les députés ont voté la fameuse loi sur la transition énergétique, et notamment 2 dispositions qui sont l'interdiction des sacs plastiques à laquelle on était préparé depuis longtemps, qui était dans le texte initial, et puis l'interdiction de la vaisselle jetable en plastique, qui résulte celle-là d'un amendement de députés verts qui a été reprise à leur compte par les députés socialistes et qui crée donc la polémique. Parce que les sacs, on comprend, la vaisselle en plastique, hormis le fait qu'il s'agit d'emballage plastique, mais il y a des milliers d'emballages plastiques. On vit avec le plastique et il n'y a pas évidemment que la vaisselle en plastique qui soit en plastique, on comprend moins. Est-ce que vous comprenez, Marie-Laure Harel? Je crois que le gouvernement et les Verts ont quand même un vrai problème de gestion des priorités. On est quand même là dans un pays qui fait face à des difficultés économiques extrêmement graves. On essaye de combattre l'État islamique. Il y en a des sujets très graves à traiter et ça fait plusieurs jours que nos députés parlent donc de gobelets et de fourchettes en plastique. Donc déjà, je ne vois pas très bien où se situe la priorité. Je trouve, pour rester sur ce point de vaisselle en plastique, que c'est un non-sens total. Dans ce cas, il faut interdire tous les objets en plastique jetables. Pourquoi simplement la vaisselle ? D'autre part, il faut le souligner aussi, Ségolène Royal l'a dit elle-même, il y a des familles précaires qui utilisent la vaisselle en plastique et qui ne la jettent pas, pour le coup. Et qui la lavent, oui. Oui, non, mais évidemment. Donc, c'est un non-sens total. Bon, elle sera appliquée, c'est une mesure qui va être appliquée en 2020. Moi, ce que je me demande surtout, c'est quand est-ce que les Verts vont se battre pour des vraies causes, autres que se promouvoir sur des listes électorales, autres que faire leur place au gouvernement. Parce qu'attendez, je voudrais juste terminer ça. Le gouvernement avec lequel ils ont fait alliance se paye leur tête ouvertement depuis le début du quinquennat. On a renoncé à l'écotaxe. Le gaz de schiste, Laurent Fabius et Montebourg sont pour. Le ministère de l'écologie est celui qui a le plus souffert. On lui a enlevé 1,7 milliard en 2013, 2014, 2015 et 1700 emplois au ministère de l'écologie. Les centrales nucléaires
On n'en parle plus du tout. D'ailleurs, le cas de Fessenheim n'est même pas mentionné dans la loi de transition énergétique. Et puis, il y a plein de choses, on ne sait pas ce qui va se passer. La grande organisation oui, donc la vaisselle en plastique là-dedans. L'environnement que François Hollande... Attendez, que François Hollande devait faire. Les engagements de la France au niveau des gaz à effet de serre. Son grand plan où on allait faire de l'isolation thermique pour 1 million de Français. La généralisation du bonus-malus écologique à tous les domaines et tous les produits. Qu'en est-il de tout ça? Rien. Qu'en est-il du gaz de schiste, des centrales nucléaires, des gaz à effet de serre? Rien du tout, mais en revanche, on nous parle de vaisselle en plastique, tout comme on nous parlait aussi de la couleur des taxis il y a quelques mois. Raquel Garrido. C'est bien la preuve que c'est pas une priorité pour eux. Donc je contredis votre propos liminaire où vous disiez qu'ils ont un problème de choix de priorité. Non, la préservation de la biosphère est une priorité pour l'humanité. Et ce gouvernement ne l'a pas compris. Je pense que vous ne me contredirez pas sur le fait de rappeler à chacun... Et vous pensez que c'est avec les couverts en plastique qu'on va résoudre le problème? Pas plutôt avec l'émission des gaz à effet de serre, les centrales nucléaires et tout simplement, vous aviez dit qu'il y avait un problème de priorité. Vous avez opposé la question de la précarité, de la question économique à la question de l'environnement. Et il ne faut pas le faire. Parce que si le permafrost de Sibérie se met à fondre, il libère le méthane, l'air dans lequel vous et moi nous vivons, il devient invivable pour l'humain. C'est-à-dire, notre écosystème. Alors, chez Emmaüs, quand Emmaüs va servir les SDF, ils vont les servir dans de la vaisselle en porcelaine. Non mais arrêtez. Vous savez bien qu'il y a des cas où on peut pas faire ça de toute façon. Le problème des assiettes et des verres en plastique est un non-sujet. Ok, ça sera interdit, très bien. On prendra des assiettes en papier, en carton. Je veux dire, c'est vraiment c'est epsilon dans ce qu'il faut faire pour réorienter profondément la production. Parce que il y a quelque chose derrière ce débat sur les assiettes et les verres, c'est que ça renvoie la culpabilité aux ménages, aux familles, aux personnes, en disant, en gros, il faut que je me lave les dents sous la douche, ça économiserait quelques gouttes d'eau. Ça, c'est epsilon. Alors que les vrais coupables de la destruction de la biosphère, c'est l'industrie, c'est les modes de production, c'est là qu'il faut taper, et y compris en mettant les investissements. Je crois qu'on a déjà parlé ici de la question, par exemple, de l'isolement des bâtiments. Eh bien, ça coûte de l'argent. Et ce gouvernement, avec sa politique d'austérité, ne veut pas mettre un seul centime. Donc, effectivement, il fait les choses qui coûtent rien. Évidemment, le gouvernement, ça lui coûte strictement rien d'empêcher les Verts. Je voudrais juste dire, de manière générale, ce que proposent les Verts et cette loi de transition énergétique, il vaut mieux être très riche pour pouvoir s'y conformer. Entre la vaisselle en plastique, l'obligation de faire des travaux de rénovation énergétique à la maison, la promotion, alors maintenant on va indemniser les gens qui vont bosser à vélo, sauf qu'il n'est pas donné à tout le monde d'aller travailler à vélo, on n'a pas tout le temps la chance de travailler près de son habitation. Tout ça, ça se destine à des gens qui auront les moyens de le payer et de s'y conformer. Donc il faut un investissement public, c'est fini. qu'on ne peut pas faire sous l'austérité.